Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. La mobilisation de la Gen Z ne faiblit pas pour le 6e jour consécutif. Et comme prévu, des rassemblements se sont tenus hier dans différentes villes de 17h à 20h dans un climat globalement pacifique. Ces jeunes de la Gen Z qui n'ont jamais connu un monde sans Internet ont décidé de quitter leurs écrans depuis samedi dernier pour descendre dans la rue et réclamer santé, éducation et emploi, entre autres. 3 mots simples, 3 droits fondamentaux. La première réponse à ces aspirations légitimes fut sécuritaire, comme si l'on pouvait museler une génération entière. Résultat, la spirale de la défiance est installée et les vrais fauteurs de troubles sont sortis de leur tanière pour commettre l'irréparable. Quant aux partis politiques, censés être des corps intermédiaires et des médiateurs, ils se sont tus au début avant une tentative de rattrapage ratée à coups de communiqués creux utilisant un jargon que les jeunes sur Discord ne comprennent pas. Le communiqué de la majorité gouvernementale, publié 3 jours après les premières manifestations, parle d'écoute attentive et de réformes en cours. Mais quelle crédibilité donner à un discours quand la jeunesse ne croit plus ni aux partis ni aux institutions ? Le dilemme, il est là. Cette jeunesse veut changer le pays. Elle a une conscience politique, mais elle refuse de confier son avenir à des structures classiques qu'elle juge dépassées. Elle croit à la citoyenneté, mais pas à la politique telle qu'elle est pratiquée. Alors que faire ? La réponse n'est ni dans les matraques, ni dans les communiqués tardifs. Elle est dans une nouvelle manière de faire de la politique. Une politique qui ose reconnaître ses échecs, qui dialogue tout le temps, sans mépris, qui propose un horizon. Faute de quoi, l'État risque de se retrouver face à une jeunesse qui ne réclame plus seulement ses droits, mais qui remettra en cause le contrat social lui-même. En tout cas, nous allons en parler encore aujourd'hui avec vos 2 décodeurs du jour, Saïd Taheri et Wissam El Bouzzaini, que je suis ravi d'accueillir dans le studio Khadija Sifi. Wissam El Bouzzaini est à ma droite, mon confrère journaliste. Bonjour Wissam. Bonjour Adil, un plaisir comme toujours. Et Saïd Taheri à ma gauche, analyste politique et économique. Bonjour Saïd. Bonjour Adil, bonjour Wissam, bonjour chers auditeurs. Alors j'imagine que vous aussi, depuis le week-end dernier, vous suivez ce qui se passe dans la rue, sur la scène publique, sur la scène politico-médiatique. Et j'ai voulu aujourd'hui faire un gros focus sur justement la réponse politique ou les réponses politiques apportées à ces revendications, à ces aspirations de cette jeunesse dite de la Gen Z. Première question, je me tourne vers Saïd Taheri, qui dans un passé récent, on peut le dire, faisait de la politique de manière très active. Donc j'imagine que tu es bien placé pour en parler. Quel regard tu portes, toi, à titre personnel, sur la réponse politique de ces derniers jours face aux manifestations de la Gen Z ? À une question, je réponds par une question, vous me le permettrez, Adil. Fallait-il s'y attendre ? Moi, je pense qu'on ne pouvait pas y échapper. Il y a presque un an et quelques, nous parlions ici même des NEETs. Après cette étude, c'était je crois en mai 2024, cette étude du CSE. On parlait, moi je me rappelle très bien, on parlait de ces jeunes. On parlait surtout de la bombe à retardement des NEET. Voilà, c'est exactement le constat avec lequel nous étions sortis pour dire ces jeunes sans formation, sans éducation, sans emploi. Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement ? Après, je me suis rappelé aussi un homme politique qui disait si on ne fait pas ce qu'on vous a promis, c'était ces termes. Écoutez, c'est ce qu'ils ont fait. C'est le constat. Il faut absolument pas prendre les Marocains pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des imbéciles. Nous avons promis des choses. Ce gouvernement, ce qui s'est passé il y a une semaine, est pour moi un constat d'échec de ce gouvernement, un constat de plus, un gouvernement auquel les jeunes ne font plus confiance, un gouvernement qui a promis 15 milliards en 2025 pour un certain nombre de programmes. Et ce n'est pas sorti, ça n'a pas été fait, qui met en place quelque chose comme 6% de son budget pour la santé, alors que nous avons besoin de 9%. Un constat d'échec de toute une organisation de la santé, où on inaugure des hôpitaux quand il n'y a pas de médecins, quand la corruption
tous les niveaux, au niveau du gardien, au niveau de qui va vous faire rentrer voir le médecin qui n'est presque jamais là, le matériel, la radiologie, tous les instruments dont nous avons besoin dans un hôpital n'existent pas. Quand vous voyez qu'il y a des professeurs, des enseignants, plusieurs enseignants qui sont en train de se battre pour un vidéoprojecteur quand il existe dans une école, eh bien vous vous posez des questions. Où va ces budgets? Donc cette corruption, ces jeunes, ils n'ont demandé que des choses qui sont tout à fait normales. Par contre, ce qui est regrettable, et il faut que je le dise, je ne peux pas ne pas le dire, c'est que à un moment, il y a eu une récupération par des voyous de ces revendications légitimes de ces jeunes. Et c'est ça ce que je regrette. Ces voyous ont transformé des revendications simples, légitimes, correctes, à des actes de barbarie, à des actes de terrorisme, je considère ça comme du terrorisme, et ça fait du mal. Donc, on ne peut régler ce problème que par la discussion. Et là, je soulève un point. C'est ce gouvernement, il est bien issu des urnes, et c'est nous qui avons voté pour ces partis politiques. Donc, que pouvaient faire ces jeunes? Pouvaient-ils attendre les nouvelles échéances qui sont programmées dans un an, ou allaient-ils sortir pour dire il y en a marre? C'est ce qu'ils ont fait exactement. Ils n'ont pas voulu attendre, ils n'ont pas cette patience. Pardon, mais c'est même pas ça, parce qu'ils n'ont même pas eu à faire un choix, parce que le deuxième choix qui consiste à attendre pour voter, ils ne l'ont pas intégré dans leur tête. Ces jeunes-là... Il n'y a plus de confiance, Adil. C'est même pas une question de confiance. Ces gens-là ne croient pas en la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Ils ont eu... Non, c'est la vérité. Je peux ne pas être d'accord avec toi. C'est des gens qui croient en la politique, mais qui la font autrement. Mais on dit la même chose. Il suffit de les écouter sur Discord pour comprendre que ces gens-là, malgré leur jeune âge, ont une certaine conscience politique qui est très développée. Mais ils ne croient pas aux hommes et aux femmes politiques actuels. Ils ne croient pas aux partis politiques, et ils n'ont aucune ni envie ni objectif d'intégrer une quelconque structure politique. Donc 2 points avant de donner à Wissem. Oui. Constat d'échec et crise de confiance. Wissem, tu n'as pas répondu à ma question initiale, mais je vais revenir vers toi, mais je donne la parole à Wissem par rapport à... La question initiale, c'est la réponse politique qui a été amenée à ces revendications, à ces manifestations. Première communication officielle, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que le communiqué de la majorité gouvernementale n'est pas une communication officielle du gouvernement. C'est un cadre à part. Donc c'était 3 jours après les premières manifestations de samedi. Puis après, on a vu effectivement que face aux images qui ont choqué les uns et les autres, les partis politiques se sont rendus compte, que ce soit ceux de la majorité, mais aussi ceux de l'opposition, se sont rendus compte qu'il y avait bel et bien un problème et qu'il fallait communiquer d'une manière ou d'une autre pour essayer d'intégrer ces jeunes dans un dialogue constructif. Je dirais tout simplement que la réponse n'a pas été à la hauteur. Je pense que le constat est là, mais avant même de parler de réponse, il y a aussi... la façon dont toute la crise a été gérée. Parce que je pense que ce n'est pas exagéré de parler de crise, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ces manifestations ont commencé le 27 septembre. Et elles ont commencé suite à des appels qui ont eux-mêmes commencé plusieurs jours avant. Oui, au moins 1 ou 2 semaines, au moins. Voilà, et d'ailleurs, en fait, pour le journal... On parle du Maroc. Oui, on parle du Maroc. Ah, oui. Donc il y avait des appels à manifester qui dataient de plusieurs jours. Que faisait le gouvernement pendant ce temps? Que faisaient les partis du gouvernement pendant ce temps? Moi, j'ai vu un silence qui était assourdissant. On a laissé passer des choses. On s'est caché. Je pense que peut-être que le mot est fort, mais c'est mon sentiment, derrière les forces publiques qui ont été, de fait, qui se sont retrouvées aux prises directes avec la rue. Et après coup, même par rapport à la réponse, quand tu parles de ce communiqué, Adil, on peut même y ajouter la prise de parole d'hier du chef du gouvernement en amont du conseil de gouvernement.
ce sont pratiquement des slogans, il n'y a rien de concret. Et ce que je regrette aussi, moi, c'est sur ce point, pardon, Wissam, mais ce que moi ou toi ou Saïd ou d'autres peuvent éventuellement penser de ce qu'a déclaré hier le chef du gouvernement importe peu dans le contexte actuel. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant, c'est comment ces jeunes perçoivent cette réponse politique. Et hier, avant-hier, mais surtout hier, j'ai pris le soin justement parce que l'accès est libre et public, tout le monde peut accéder à ce serveur Discord de cette Gen Z 212. Et j'ai entendu ce que les uns et les autres ont eu comme réaction après le premier communiqué initial et surtout la prise de parole du chef du gouvernement. Il y a deux réactions en fait. Il y a la réaction qui consiste à tourner en dérision ce que dit le chef du gouvernement. Et puis il y a la deuxième, c'est un sentiment de colère qui est né d'une incompréhension totale entre le discours de ces jeunes et le discours et les mots employés par celui qui représente le gouvernement. Alors, il ne s'agit pas de lui tomber dessus, de Aziz Akhnouch lui tout seul, mais c'est l'ensemble de la classe politique, de cette génération qui est censée représenter au mieux les aspirations du peuple et notamment des jeunes. Donc, il y a une déconnexion totale, en fait, entre ce que je peux lire et ce que je peux entendre sur Discord et ce qui est dit, ce qui est écrit noir sur blanc dans le discours officiel. Et ce gap, ce fossé, moi, je ne sais pas comment on peut le combler. Il y a clairement une dissonance. Vous savez, avant même ces événements de Gen Z, j'avais fait moi-même un article dans le journal pour lequel je travaille sur ce qui s'était passé à Agadir. Oui, c'est-à-dire l'hôpital Hassan II. À l'hôpital Hassan II. Et les manifs qui s'en étaient suivis et qui avaient provoqué cette tournée du ministre de la Santé partout dans les hôpitaux du Maroc. Et j'avais eu par la suite des réactions assez, indignées de la part de proches du gouvernement qui estimaient que j'avais été trop fort dans la critique, sachant que je pense que ce que j'avais écrit était plutôt gentil et même équilibré. Ouais, c'est vrai que t'es pas connu pour connaissant, il ne peut être que gentil. Bah oui, j'ai été fidèle, je dirais, à ma réputation, mais j'ai eu, c'est là où je veux en venir. J'ai l'impression qu'en fait, au sein du gouvernement, et plus particulièrement au sein de la primature, on est dans une sorte de mentalité de siège. Oui, absolument. Et qu'on ne comprend pas, absolument, en fait. Parce absolument. qu'ils sont dans une logique... Ils sont dans leur monde. Ils sont totalement hermétiques à la critique. Ils sont dans leur monde. Ils ne supportent pas les critiques, quelles qu'elles soient. Et ça donne le résultat d'aujourd'hui. Et on arrive à une situation explosive où même les critiques les plus gentilles n'existent pas. Enfin, aujourd'hui, là, quand vous écoutez et quand vous entendez ce que pensent les jeunes aujourd'hui de la classe politique dirigeante, vous savez, sur Discord, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des débats ouverts et des avis tranchés sur plusieurs sujets. Ils peuvent s'écharper pendant de longues heures sur la manière, la bonne approche à faire pour atteindre les objectifs escomptés, etc. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous unanimes et il n'y a pas de débat, c'est qu'ils veulent la démission du chef du gouvernement et de son gouvernement. D'ailleurs, il n'y a plus de confiance à Adil. Tu ne peux pas réussir quelque chose avec quelqu'un qui est habitué à l'échec et quelqu'un qui leur ment en plus. Et on reviendra après la pause. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est 8h30 et Karim Droné nous a rejoint pour le journal de 8h30. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Wissam El Bouzdaini et Mohamed Saïd Taheri. On continue de parler du sujet d'actualité majeure, à savoir ces manifestations et cette mobilisation de la Gen Z et de ce qui s'ensuit également. Et bon, le débat s'est poursuivi hors antenne et on a parlé effectivement d'un sujet qui peut éventuellement nous faire sourire, même si hier après-midi, il y a eu une certaine forme de psychose généralisée, notamment à Casablanca. Il y a eu une rumeur selon laquelle tout sera fermé aux alentours de 16h et les gens, pris par la panique, ont décidé de quitter leur bureau. La plupart, on a vu hier effectivement des scènes de... C'était pas très grave, mais bon, les gens ont pris des précautions qu'ils n'auraient peut-être pas dû prendre. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai essayé de
d'en savoir un peu plus, et selon certains de nos confrères, c'était alors pas une fake news, mais une psychose qui a pris de court tout le monde, mais qu'il n'y avait pas de décision officielle ou d'une annonce officielle d'une fermeture des axes routiers ou une fermeture précoce des bureaux. Bon, vous aussi, vous avez senti cette... La psychose, nous l'avons senti. La psychose, nous la sentons, et permettez-moi d'en parler à deux niveaux. D'abord au niveau international, puisque dans les groupes dans lesquels nous opérons aujourd'hui... Je précise à nos auditeurs que vous êtes aussi un opérateur touristique. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle tout à fait. tu vas nous en parler. Et il y a une véritable psychose à l'international avec des annulations qui sont là, qui ont déjà commencé, et certainement beaucoup de questionnements de partenaires internationaux qui posent des questions. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? On essaie de rassurer au maximum, mais on essaie de dire que ce qui se passe au Maroc s'est passé dans certaines banlieues françaises, dans certains autres endroits, et ça ne met absolument pas en cause l'ordre et la sécurité au Maroc. Mais bon, la psychose est là. La psychose d'hier par rapport à Casablanca, elle est là. Moi, je crois que ces fake news sont amplifiées par des choses qui se font. Moi, hier, par exemple, j'étais invité à un événement qui était organisé par une chambre commerciale internationale, une chambre de commerce internationale, et très peu de personnes sont venues parce que chacun est rentré chez lui, s'est enfermé et quand il a évité les bouchons, et s'est enfermé à essayer de voir un petit peu comment ça va se dérouler, parce qu'il y a eu pendant un certain nombre de jours des actes de violence qui étaient là, et donc les gens ont peur, et ça crée ce climat de panique. Donc, et ce climat de panique pour le secteur du tourisme au moins est absolument pas apprécié, est absolument pas recommandé. Nous étions en tous les cas dans le secteur du tourisme dans une dynamique très positive, dans une dynamique très intéressante par rapport au développement du secteur. Cette dynamique s'est arrêtée, j'ai l'impression que cette dynamique s'est arrêtée sec à cause de ces événements, parce que le secteur du tourisme, l'économie en général est très sensible. Mais là aussi, les impacts de cette situation sur le tourisme, sur l'économie en général, sur l'économie, mais aussi sur l'état d'esprit général des gens. Là aussi, c'était malheureusement prévisible, parce que la nature a horreur du vide, et quand vous laissez un vide flagrant depuis pendant plusieurs jours, et que les premières réactions politiques pour tenter d'apaiser la situation et appeler au dialogue arrivent tardivement, eh bien, les gens, chacun se construit une histoire dans sa tête, un narratif, un discours, et bon, c'est vrai que tout ça aurait pu être évité. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'impact sur le tourisme, c'est vrai que vu de l'extérieur, je vous l'ai dit hors antenne, et pour avoir vu quelques reportages faits sur la situation au Maroc, notamment dans les médias français, c'est vrai que si vous n'habitez pas au Maroc, à Casablanca, à Rabat ou dans d'autres villes, on peut légitimement se dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Or, ça ne reflète pas forcément la réalité. Mais allez en convaincre les tours opérateurs internationaux. Oui, non, mais je sais, mais d'où la nécessité de combler ce vide, et ce, dès le premier jour. Wissam, je reviens vers toi, ça a été allé, mais j'aimerais avoir l'avis de Wissam sur ce vide qui a été créé malheureusement et qu'il faut combler. Et je ne sais pas si ce qui a été entrepris depuis 2-3 jours maintenant, on a vu le ministre de la Santé, Amin Tarawi, convoqué au Parlement pour une séance qui a duré 10 heures. Ouais. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai ni la patience ni l'envie. Je n'ai pas eu l'envie ni l'envie ni la patience d'écouter Amin Tarawi pendant 10 heures, mais j'ai globalement écouté, vu et lu surtout le compte rendu de cette réunion. Il y a des choses intéressantes, il y a des indicateurs et des éléments intéressants qu'il a développés, qu'il a présentés à l'opinion publique, mais je ne suis pas sûr que cette façon de faire, aussi louable soit-elle, réponde à l'urgence de la situation et aux questionnements et aux interrogations, notamment de la jeunesse. Déjà, en fait, Adil, 2 points de façon très très succincte pour réagir à des choses qu'on a dites sur ce plateau.
Première chose, en fait, un point que Si Saïd a très bien souligné, c'est que des événements pareils se sont déjà déroulés dans des pays autrement stables ou développés, ou je ne sais pas comment en parler. Et en fait, parce qu'on en discutait hors antenne, mais ce que j'avais dit à Saïd, c'est que le pays qui connaît le moins de manifs au monde, c'est la Corée du Nord. Et pour cause, parce que c'est un pays, voilà, donc c'est une dictature, il n'y a pas d'espace pour... Ce que tu veux dire, c'est que les manifestations n'est pas le curseur par lequel on peut... on ne peut pas manifester. Oui. Absolument. Sauf si on en reçoit l'ordre. Et après, c'est normal d'avoir des dérapages. Je ne suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à Al-Qli'a, par exemple, c'est suffisamment sérieux. Non, ça, c'est des actes graves et c'est des actes criminels. C'est du terrorisme, c'est inacceptable. Ça, il n'y a pas de débat. Mais ceci pour dire que la situation qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre toujours avec toutes ces manifs, mais elle est dans une certaine mesure normale pour un pays avec une société qui est dynamique, où vous avez un certain pluralisme d'idées et où, par exemple, on peut s'exprimer plus ou moins librement sur des plateformes comme Discord, parce que, vous savez, le Maroc aurait pu faire très bien comme des pays comme... Alors ça, c'est un point très intéressant, parce que je vois pas mal, parce que quand j'ai vu justement les reportages qui ont été faits sur la situation au Maroc hier et avant-hier, notamment dans les médias français, certains commentateurs, alors je ne sais pas s'ils sont mal intentionnés ou pas, mais font l'amalgame ou un rapprochement entre la situation au Népal de ces derniers jours et la situation au Maroc. Et tu as bien raison de le préciser. La différence entre ce qui s'est passé au Népal, l'une des différences entre la situation au Népal et au Maroc, c'est qu'au Maroc, l'État marocain n'a pas interdit, n'a pas bloqué les réseaux sociaux. Et au contraire, justement, cette mobilisation de la jeunesse marocaine de cette Gen Z s'organise essentiellement sur Discord. Le fait d'essayer de trouver des points de similitude entre la situation qui a conduit à la destitution d'un gouvernement au Népal et la situation au Maroc, c'est vrai qu'elle n'est pas, à mon avis, judicieuse et ne correspond pas à la réalité. Mais Ali, c'est au moins, disons-le, c'est intelligent de la part de l'État marocain, parce que d'une part, le sécuritaire n'a jamais rien réglé. Au contraire, alors, on amplifie. Je vais me permettre de nuancer un petit peu ce que tu viens de dire. L'intelligence, c'est vrai, il faut saluer une certaine prise de conscience. Oui. Parce que ce n'était pas le cas au début. Et ça, je l'ai dit, je l'ai pensé, je l'ai dit le premier jour. L'approche sécuritaire à elle seule ne répond absolument pas au problème. Il faut saluer, alors je ne sais pas à quel niveau la décision a été prise, je ne sais pas à quel niveau la décision a été prise, mais c'était la bonne décision à prendre depuis 2-3 jours. Malheureusement, après des incidents graves, on a pris conscience que l'approche sécuritaire est dispersée systématiquement, automatiquement des rassemblements de jeunes qui ne sont pas violents. Ce n'était pas la bonne approche à suivre. Et on a vu des images qui font plaisir par la suite. Par exemple, à Tanger, l'image a fait le tour des réseaux sociaux. On a vu des forces de l'ordre qui ont fait ce qu'ils devaient faire, à mon avis, depuis le premier jour, à savoir encadrer, parce que la présence des forces de l'ordre, elle est obligatoire dans tout rassemblement, ne serait-ce que pour maintenir l'ordre public. Mais ils se sont contentés, cette fois-ci, d'accompagner une marche pacifique et une manifestation pacifique. Et ils sont dans leur rôle, c'est leur mission. Leur mission est de protéger ceux qui manifestent, mais de protéger également l'ordre public dans le reste des avenues, des rues, etc., des gens qui ont des magasins ouverts. Hier, moi, j'ai vu la manifestation de Fès. Pendant que les magasins étaient ouverts, les gens étaient en train de vendre leurs articles, etc. Et ça se passait, très bien. Revendiquer des droits n'est pas anti-manifestation, on peut le faire dans le cadre d'une manifestation, mais que ce soit cadré et organisé. Et je salue les forces de l'ordre qui ont compris effectivement ça. L'intelligence est toujours relative. Donc, ce qui est sûr, c'est que réprimer à tout va n'est pas la bonne solution, parce que ces jeunes ne demandent que des droits qui sont clairs, qui sont simples, qui sont normaux. Par contre, et là, on revient à ce qu'on disait au départ, mais
quelle sortie du chef du gouvernement, mais quelle réponse il nous donne. Et je me pose encore une fois, parce qu'on l'a fait à plusieurs reprises sur ce plateau, mais qui conseille ce chef de gouvernement en matière de communication? Ce que nous attendons du chef du gouvernement, nous jeunes, quand je dis, je parle pas forcément de moi, mais ces jeunes-là. Non, toi t'es pas jeune, toi. Je te le confirme. J'essaie de me mettre dans leur peau. Dans leur peau. Jeune dans l'âme. Non, moi je suis dans les X. Tu n'appartiens ni à la génération Z, ni à la Y. Non, même à la X, j'ai pas cette chance, mais je suis X, je peux le confirmer. Et non, mais moi ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là attendent une véritable réponse. Pas quelqu'un qui leur dit je vous ai écouté, je vous ai compris. Et ça me rappelle 2011. Je suis désolé. Et il le dit avec une arrogance. Non, c'est même pas ça. Moi, je veux dire la vérité. Parce qu'il faut les écouter. Vous connaissez la vérité? Non, ma vérité. Je vais vous installer Discord sur votre téléphone parce que je suis pas sûr que vous soyez à jour des récentes technologies. N'insulte pas. N'insulte pas mon intelligence. C'était pas insultant dans ma bouche. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut les écouter, ces jeunes. Et la vérité, en tout cas ma vérité, c'est que Aziz Zakhnouch n'aurait rien pu dire qui puisse satisfaire ces jeunes-là. Quoi qu'ils disent. Ils n'ont pas confiance. Non, c'est même pas ça. Parce que c'est deux paradigmes et deux mindsets complètement différents. Et je vous le dis, il faut les écouter et lire ce qu'ils demandent et ce qu'ils exigent depuis samedi dernier. Ils ne croient pas en ces partis politiques, en ce chef de gouvernement, en ces ministres. Et malheureusement, parce qu'il y a un paradoxe avec ces jeunes. D'un côté, je l'ai dit en introduction, il y a une conscience politique quand même. Je parle des jeunes, de ce noyau dur de la Gen Z qui a appelé à la mobilisation et aux manifestations. Il y a une conscience politique d'un côté, donc c'est des gens qui sont conscients politiquement, qui ont des revendications claires, nettes et précises. Mais d'un autre côté, ils ne croient pas en cette façon traditionnelle, classique de faire de la politique. Or, la seule manière logique pour amorcer un changement, c'est de passer par des voies officielles, institutionnelles, traditionnelles. Et je ne vois pas ce lien se créer, ni aujourd'hui, ni dans un avenir proche, entre cette jeunesse qui ne veut absolument rien avoir avec cette classe politique, et d'un autre côté, une classe politique justement, et des institutions qui restent au final, le seul moyen d'amorcer un quelconque changement. Et ça, c'est vrai que c'est une interrogation. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas comment ces deux mondes peuvent se réconcilier ou ne serait-ce que se parler. Peut-être qu'il faudrait que ces jeunes... Parce que j'ai vu l'idée circuler depuis hier sur les réseaux sociaux. Créer un parti. Qu'ils montent un parti. D'ailleurs, en fait, ça s'est vu dans d'autres mouvements sociaux ailleurs. Moi, je pense par exemple à l'Espagne avec Podemos, qui avait fait suite aux manifestations de la Puerta del Sol. Vous aviez aussi Syriza en Grèce. Donc, je sais que c'est pas exactement la même chose parce que avec ces exemples que je viens de citer, vous aviez des jeunes qui avaient déjà l'habitude du travail politique. Donc, d'ailleurs, en fait, je pense que c'est quelque chose à souligner ici. Mais ça peut donner lieu à quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez ces jeunes, les partis actuels font clairement partie du problème. Et il y a un point que je voulais d'ailleurs mentionner tout à l'heure à Adil, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment positif pour l'image des trois partis actuellement dans la majorité. C'est que malheureusement, en termes de communication, moi ce que j'ai constaté, peut-être que je me trompe dans ma façon de percevoir les choses, mais il y a une sorte de campagne électorale en sourdine qui se passe. Je te rassure, tu ne te trompes absolument pas. Et c'est pas le moment, je crois pas que ça soit le moment de le faire. Ça a déjà commencé, parce qu'effectivement, il y a eu ce communiqué conjoint de la majorité gouvernementale, on essaie d'afficher un front commun, mais juste après, chaque parti de la majorité a fait son communiqué de son côté, et surtout, les chefs de file de ces partis ont essayé de communiquer par la voix de leur parti. Bon, c'est légitime, c'est leur droit, mais c'est vrai que le timing et le moment ne se prêtent pas forcément à ce jeu politico-politicien. Ça, je l'ai constaté effectivement comme toi depuis quelques jours. Et je pense que ce sera et c'est mal perçu par ces jeunes qui réclament et qui demandent ce qu'ils demandent. Ça crédibilise leur discours.
Ouais. Comme quoi, ces partis, malheureusement, font partie du problème. Alors, il y en a un, et on va marquer une pause parce qu'il est 9h et Mourad va prendre le relais. Il y en a un qui est relativement intelligent dans sa manière de communiquer. C'est le ministre de la Jeunesse, Mehdi Messeid, qui a choisi une sortie publique sur un média qui est regardé par des jeunes à travers un podcast sur YouTube et qui, bon, c'est un homme politique, qui fait de la politique, mais qui a essayé tant bien que mal de se rapprocher au maximum de cette jeunesse. Après, est-ce que ce sera efficace ou pas ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est 9h et que c'est l'heure du journal avec Mourad Baba. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Wissam El Bouzdaini et Saïd Tahiri. On continue de parler de cette mobilisation de la génération Z et surtout de la réponse politique à ces demandes, à ces exigences, à ces aspirations légitimes d'une jeunesse marocaine qui est appelée, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle à présent, qui est appelée d'ici un an au moins à s'inscrire d'abord dans les listes électorales et à voter. Et le paradoxe qui existe aujourd'hui, en tout cas pour la majorité gouvernementale, mais aussi pour l'ensemble des partis politiques, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de taper sur la majorité, même les partis d'opposition, il faut le reconnaître, n'ont pas joué pleinement ces dernières années leur rôle d'opposition et de porter la voix justement de la contradiction par les voies traditionnelles. Tous ces partis-là vont demander d'une manière ou d'une autre à ces jeunes de s'activer pleinement dans la vie politique, de s'inscrire et surtout de voter pour eux. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une récente étude qui vient d'être publiée qui montre la désaffection totale entre la jeunesse marocaine et les partis politiques. De mémoire, je crois qu'on a un faible taux d'adhésion aux partis politiques auprès des jeunes et plus de 90% des jeunes sondés selon cette récente étude ne font absolument pas confiance aux partis politiques. Alors, il y a une certaine forme de dichotomie. D'un côté, comme je disais tout à l'heure, le changement ne peut passer que par la voie des urnes. D'un autre côté, ces mêmes jeunes ne veulent absolument rien avoir avec ces partis-là. Donc, je ne sais pas dans quelle configuration nous allons vivre les prochaines élections. Il y a un code électoral qui doit être préparé d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai que ces manifestations de la Gen Z viennent chambouler complètement notre projection par rapport à ces prochaines élections. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après manifestation de Gen Z par rapport aux prochaines élections? Est-ce que ça ne changera pas grand-chose au fond parce que ces jeunes ne s'intéressent pas à la politique dite classique? Oui, Sam. Bon, déjà un chiffre, c'est d'après ce que j'avais cru comprendre dans certaines statistiques que j'ai lues, ces Gen Z, ils représenteraient environ un quart des Marocains. Donc c'est bon. Ou un tiers. Ou un tiers. On est à 30%, enfin 29, ouais. On compte 8 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Donc dans ces 8 millions, il y a des mineurs qui ne sont pas en âge de voter. Mais voilà, ça représente quand même un vivier important de voix et c'est la jeunesse qui est appelée à construire ce pays au cours des prochaines années. Et en principe, parce que c'est là que je trouve intéressant de parler démographiquement, en principe, ils sont en mesure de constituer une force de frappe politique, de fait. Le problème, c'est que au Maroc, vous avez une carte politique qui peut vous donner comme résultat, ou qui peut vous donner comme parti gagnant des élections, des formations qui ne sont pas forcément majoritaires en termes de nombre, mais qui savent gagner des sièges aux bons endroits. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait réussir le RNI en 2021. Parce que dès le départ, je pense qu'ils ont été conscients qu'ils auraient beaucoup de mal à rafler la mise, si je puis dire, dans les villes. Et ils ont fait une campagne très très intense dans les régions, ce qu'on appelle les régions. Et je me rappelle qu'à cet égard, il y avait eu cette campagne de 100 jours, 100 villes ou un truc comme ça. Donc, qui préparait justement cette
Et stratégie. ils se sont pas que d'ailleurs, mais ils se sont appuyés essentiellement sur les notables dans ces localités. Ouais. Des notables qui savent comment gagner une élection sur Absolument. un plan. Je tiens quand même à préciser que historiquement, le RNI a toujours été très bien présent dans les campagnes, grâce aux notables justement, mais une bonne majorité des élus du RNI, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça c'est des chiffres qui sont têtus, sont dans les campagnes, dans le rural en tous les cas, dans le rural. Oui, Et dans le rural et dans les toutes petites villes. Absolument, c'est ce que je disais. Mais ça, en fait, c'est problématique. Non, je sais que problématique dans la façon où les résultats se font. Je pense qu'il y a forcément, dans le cadre de cette révision du code électoral, il y a un travail à faire dans ce sens pour que la réalité politique du pays, la réalité de la conscience politique du pays puisse se refléter au niveau des institutions. Parce que le problème que vous avez maintenant avec ces Gen Z, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que oui, au plan des chiffres, le RNI est le premier parti du pays. Avec le PAM et l'Istiqlal, ils ont la majorité à la Chambre des représentants. Donc personne ne va contester cette force politique institutionnelle, mais au niveau de la rue, ils sont absents. Et d'ailleurs, en fait, s'ils avaient cette présence, je pense qu'un simple appel aurait suffi à calmer les choses. Or, il n'y a pas d'influence de ces partis, il n'y a pas d'emprise. Ils ont une base militante qu'ils cherchent à développer, mais apparemment, elle n'est pas mélangée ou mêlée à cette génération Z active. Je pense que tu voulais dire quelque chose à dire. Non, je voulais juste que tu rapproches le micro, comme ça on peut t'entendre. Oui. Et d'ailleurs, en fait, en même temps, il y a eu ces appels des jeunesses de ces partis pour ouvrir des débats avec ces jeunes qui s'activent sur Discord. Pour l'instant, ça ne donne lieu à rien. Mais pour revenir à ce que je disais initialement, il faudra forcément qu'un travail soit fait sur le plan du découpage administratif, sur le plan du seuil électoral, pour éviter ce genre de piège où vous avez des partis qui gagnent, je dirais, loyalement. Je ne suis pas en train de mettre en doute le processus électoral, mais qui gagnent loyalement des élections, sans pour autant que ça reflète la réalité des choses sur le terrain au plan de la conscience des citoyens. Ils n'ont ni légalité ni crédibilité. Mais cela dit, Adil l'a dit tout à l'heure, au fait tu as posé la question et tu as donné la réponse. Il y a une crise de confiance dans le politique, et en même temps, ça ne peut se résoudre normalement que par le politique. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est ça la vraie question. Il faut arrêter de faire ces sorties calamiteuses. De grâce, s'il vous plaît, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le président de la jeunesse RNI, etc., à l'image de son chef du gouvernement, s'il vous plaît, arrêtez de faire ces sorties calamiteuses. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait... C'est pas la réponse qu'on attend. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait... C'est pas la réponse qu'attendent ces jeunes. Très bien, mais qu'est-ce qu'il aurait pu et qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon toi ? Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut d'abord écouter réellement ces revendications. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande de l'emploi, on demande de la santé et on demande de l'éducation. C'est les trois majeures revendications de ces personnes. On l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, Adil, ils sont dans un autre monde, nos politiciens. Ils sont dans leur monde à eux et ils pensent avoir tout fait. Non. Il y a un véritable problème, il faut qu'ils soient conscients qu'il y a un problème et qu'il faut une véritable réforme de la santé, qu'il faut une véritable réforme de l'éducation. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que c'est un mammouth. C'est ce que je voulais dire. C'est un mammouth et il faut le dégraisser petit à petit. L'idée. Il faut également donner de la crédibilité à la chose politique. Pour cela, il faut plus de transparence, il faut plus de suivi des promesses qu'on donne. On va faire, et puis 4 ans, 5 ans plus tard, on revient avec des on va faire différents de ce qu'on avait promis auparavant. Les Marocains n'oublient pas. Les Marocains gardent en mémoire ce qu'on leur a promis et gardent en mémoire qu'il y a eu un homme politique qui leur a dit si on ne fait pas ce qu'on vous a promis. Attention aux promesses qui ne vont pas se réaliser. Donner plus de transparence, valoriser les réussites marocaines parce qu'il y en a, donner de la valeur à ces jeunes, donner-leur un emploi décent,
créez des programmes, mettez en place des choses. C'est ce que demandent ces jeunes, c'est qu'on mette en place un certain nombre d'actions. Après, on réussit ou on réussit pas. On peut dire on a échoué, mais au moins qu'on fasse des choses. Je voulais rebondir sur un truc que tu as soulevé qui est très intéressant et qui colle à la réalité. Que je soulève sont intéressantes. Tu as dit une chose très vraie, c'est que la réforme de la santé et de l'éducation, on le sait. Si on est un minimum, si on a une honnêteté intellectuelle, on sait très très bien que pour réformer et la santé et l'hôpital public et l'école publique marocaine, ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait même pas sur un mandat de 5 ans. Ce sont des stratégies qui s'inscrivent sur le très long terme. Bon, ça, d'une chose. Mais d'un autre côté, il y a une situation de crise et qui appelle forcément une réponse urgente pour calmer la colère. Et la seule... Et d'ailleurs, Amin Tahraoui, il faut le dire, il a tenu... Bon, il était obligé parce que la situation elle est explosive. Il a tenu un discours de vérité lors de son audition à la Chambre des représentants en disant clairement qu'il n'y a aucune mesure aujourd'hui que je peux prendre qui va régler les problèmes structurels de l'hôpital public. Et ça, c'est un discours de vérité. Il y a un besoin criant au minimum 20 000, certains disent 30 000 médecins dans l'hôpital public. Vous n'allez pas les former en claquant des doigts. Donc ce sont des réformes qui s'inscrivent sur le très long terme. D'un autre côté, il y a une situation de crise. Le très long terme commence par le court terme. Oui. Il y a une situation de crise et il faut une réponse immédiate à cette crise pour calmer les ardeurs. La seule réponse, qui pourra calmer la colère des jeunes, notamment ceux qui sont très actifs sur Discord, c'est la démission du chef du gouvernement et de son gouvernement. C'est la seule. Écoutez, donnez-moi une autre issue à cette crise. Donnez-moi une autre issue à cette crise qui va calmer la colère des jeunes. Alors, peut-être qu'il existe une option que je n'ai pas vue. Moi, je vais vous dire ce que je pense par rapport à cette question. D'abord, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a une manifestation qui demande la démission du chef du gouvernement, quand bien même cette manifestation est légitime et que les revendications sont claires et importantes. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un ou quelques-uns sortent dans la rue demandant la démission du chef du gouvernement ou d'un ministre que ça va se faire. Moi, ça, c'est une question de principe. Maintenant, peut-être que le problème n'est pas dans l'homme, peut-être que le problème est dans la manière. Si l'homme est incapable de changer son modus operandi, ça veut dire que lui-même doit comprendre qu'il n'a plus sa place. Très bien. Et que lui-même doit démissionner. Très bien. Moi, ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne me fais que le relais de ce que pensent ces jeunes. Je ne parle pas en leur nom, mais je les ai écoutés, je les ai lus. Pour eux, c'est clair et net. Le problème, à tort ou à raison, c'est Aziz Akhnouch et ses ministres. Très bien. Et si demain, Aziz Bis arrivait avec le même modus operandi, le problème restera posé. Je suis d'accord. Donc, on a besoin de changer de manière. Je suis d'accord. Pas forcément d'homme. Je suis d'accord avec toi, mais la réalité, elle est là. Moi, je te dis, la réalité de ces jeunes, ce qu'ils pensent, c'est ça. Allez les convaincre du contraire. Et donnez-moi, tu n'as pas répondu à ma question. Quelle est l'autre alternative pour calmer leur colère ? L'autre alternative, c'est qu'on leur parle un véritable discours vrai, pas un discours en geleba en lisant une feuille de papier. Et là, je fais un clin d'œil au conseiller de communication de monsieur le chef du gouvernement. Un discours vrai qui parle clairement du diagnostic, pas en restant dans un monde virtuel, qui dit clairement qu'est-ce qu'on est prêt à faire, parce qu'il ne reste que quelques mois jusqu'à la fin de leur mandat. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Et si la loi de finances est un exercice qui va permettre justement de comprendre est-ce que réellement on va réformer, on va régler, on va initier de véritables réformes sur ces 3 sujets qui sont très importants, de véritables programmes qui valorisent le Marocain, qui valorisent l'entrepreneuriat, qui créent des emplois, qui réforment la santé, qui réforment l'éducation, et on va le voir. À partir de là, où on peut le faire, ou alors la colère risquerait d'être beaucoup plus grande. Oui, Sam, même question. Est-ce qu'il y a peut-être une solution urgente, immédiate, rapide à cette crise, autre que la démission du gouvernement et de son chef, qui pourrait satisfaire et calmer la colère des jeunes? Je dirais un changement de profil s'impose de toute façon. Est-ce que ça doit aller jusqu'au chef du gouvernement?
je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que le ministre de la Santé actuel, c'est peut-être un peu sévère, mais il ne fait pas l'affaire, en tout cas politiquement. Peut-être qu'au plan des réalisations, au plan de ce qu'il fait chaque jour au niveau de son département, peut-être qu'il est excellent. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir. Donc c'est des choses qui vont apparaître peut-être plus tard. Mais sur un plan politique, il y a un vrai déficit. Son passage à la Chambre des représentants, je ne l'ai pas vu en totalité. J'ai vu des extraits. J'ai trouvé que c'était... Ah, ça s'est terminé à 5h du matin. Donc, c'était compliqué. Et c'était difficile de... En fait, j'ai connu des ministres qui ont travaillé jusqu'à 5h du matin sans je vais te donner la parole, Saïd, mais ce que je vous disais tout à l'heure hors antenne, sans doute que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Aller parler aux représentants du peuple, quitte à ce que ça dure jusqu'à 5h du matin et pas aborder tous les sujets et mettre sur la table tous les problèmes de l'hôpital public. Mais Amin Tahraoui, comme pas mal d'autres ministres de ce gouvernement, ont en commun une problématique de fond. C'est qu'ils paraissent pour les gens, et surtout pour ces jeunes, comme étant des personnages antipathiques. Donc ils ont beau faire quoi qu'ils fassent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent pour essayer d'améliorer la situation de ces jeunes, leur message sera perçu d'une manière antipathique et ça, ils n'y peuvent rien. Alors je ne sais pas si c'est leur construction qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la composante politique d'un ministre, elle devient primordiale et quasiment la clé de voûte pour résoudre la problématique. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher à Amin Tahraoui, mais pas qu'à lui d'ailleurs, à son chef, également son mentor Ali Zakhnouch et à d'autres ministres, c'est un manque de tact politique, de discours qui soit audible et qui servent à apaiser et à calmer la colère légitime ou pas d'ailleurs des gens. Et ça, c'est le grand manquement peut-être qu'on peut le reprocher. Juste un point sur le fond de l'intervention. Tu as très bien dit quelque chose à Adil, c'est que c'était un moment de vérité. Ce qu'on aurait souhaité, et là je rejoins l'analyse de Si Saïd, c'est que le cas ait été aussi le même il y a 4 ans. Parce qu'à l'époque, le RNI, pour le citer, promettait monts et merveilles aux Marocains. Pour la santé, par exemple, moi je me souviens de déclarations d'Arnouch en 2019 où il réclamait ce département parce qu'il sentait que son parti serait le plus à même ou le plus indiqué pour le gérer. Mais après des années, et dire que le problème est compliqué, c'est bien. Mais pourquoi avoir dit le contraire pendant toutes ces années ? Pourquoi ne pas avoir dit sincèrement que ce système de santé, il est réformable, mais que ça nécessitait beaucoup d'années. Parce que les hommes politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, manquent de courage politique ils ont un problème de dire la vérité aux gens, parce que la vérité, elle n'est pas belle à entendre. D'ailleurs, dans le même sens. Et ça ne va pas dans le sens des objectifs politiques. Dans le même sens. Il est aussi... Pardon. Rapidement, parce que Très rapidement. Parce qu'il y a eu cette phrase où le chef du gouvernement disait qu'en 2027... les hôpitaux publics seraient au même niveau que les hôpitaux privés. C'est de la même logique. Il est tout simplement dans son monde, et dans son monde, il ne voit pas la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, malheureusement, fait défaut. Il y a juste, moi, avant de terminer, parce qu'il me reste quelques secondes, j'aimerais également revenir sur quelque chose qui est demandé par cette génération, par ces manifestants, c'est d'arrêter la corruption. Et la corruption, elle a plusieurs niveaux. Et l'un des niveaux qui fait mal aujourd'hui, c'est celui du mélange affaires politique. C'est quelque chose sur laquelle monsieur le chef du gouvernement doit véritablement penser. Je ne dis pas qu'il doit sortir des affaires ou qu'il doit sortir de la politique, c'est pas à moi de le dire aujourd'hui, mais en tous les cas qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Quand on voit des affaires publiques, des appels d'offres gagnés par un certain nombre de politiciens, on se pose la question et ça met un doute sur la crédibilité de la chose publique et du politique.
Les Marocains ne sont pas bêtes. Les Marocains comprennent quand on leur explique, quand on leur dit la vérité. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles parce qu'ils ne le sont pas. Et je crois que sur ce point, il y a un véritable fossé entre ce que pense monsieur le chef du gouvernement et certains de ses ministres et la réalité du terrain. Merci Saïd Taheri, merci Wissam Bouzaini. On a dit voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet et à coup sûr on va continuer à en reparler lors de nos prochaines émissions. Merci Saïd, merci Wissam, à la Merci prochaine. à vous. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Karim Droné revient dans quelques instants pour le journal de 9h30. Atlantique Matin. 7h-10h. Avec Adil Abdali. Atlantique Matin. Le réveil de l'info.